Bonsoir Hélène, bonsoir Bertrand Collomb. Bonsoir. Lafarge est leader mondial des matériaux de construction. Vous l'avez dirigé et présidé pendant près de 20 ans. Vous êtes aussi membre de l'Institut et vous prenez la plume avec Michel Drancourt pour un solide plaidoyer pour l'entreprise. C'est le titre de votre essai qui paraît chez François Borin, éditeur. C'est aussi un panorama du monde d'après-crise, de ses risques comme de ses opportunités d'ailleurs. D'abord, pourquoi ce titre? Est-ce que l'entreprise a plus besoin d'être défendue aujourd'hui qu'hier? On doit bien constater que l'entreprise n'a pas toujours l'estime chez nos concitoyens qu'elle devrait avoir. L'entreprise collectivement d'ailleurs, parce que ceux qui travaillent dans une entreprise, généralement, ont une assez bonne idée de leur entreprise. Ouais. Mais l'entreprise en général, c'est vrai qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est surtout vrai en France et surtout après les crises. À chaque fois, on a l'impression qu'il faut remonter la pente, que les entreprises sont toujours en position d'accuser quand ça va mal. Oui, l'entreprise a été portée au zénith et les chefs d'entreprise ont été portés au nu il y a 20 ans. Et puis ensuite, ça a été le contraire. Et je crois que notre argument, c'est qu'après la crise, quand on revient à un capitalisme maîtrisé, l'entreprise internationale a de l'avenir. Vous n'êtes pas tendre hein, vous-même dans le livre, notamment pour les entreprises financières. Hein. Vous faites un peu le procès de la financiarisation de l'économie, pas assez de règles, pas assez de normes, l'avidité, un comportement moutonnier, tout pour nous emmener droit dans le mur et ça n'a pas loupé. Hein. Effectivement, certains de mes amis financiers ne vont pas apprécier, mais je fais la distinction entre la finance, qui est absolument indispensable pour faire fonctionner l'économie, et puis le profit spéculatif. Il y a un moment où on ne pouvait pas parler de spéculation. C'était un mot qu'il ne fallait pas utiliser, parce que ce n'était pas politiquement correct. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a certains instruments financiers qui sont extrêmement utiles pour financer l'économie, qui deviennent nuisibles quand il y a trop de spéculation autour. Alors, vous parlez aussi du marché, pas forcément en termes flatteurs. Je vous cite, là, c'est page 249. Le marché n'est ni parfait ni omniscient, mais volatile, émotif et manipulable. Il faudrait quand même lui faire confiance. Je parle du marché financier, bien Ouais. sûr. Non, mais le marché financier, il est imparfait, il faut le savoir. Donc, il ne faut pas croire qu'il est parfait. Il faut l'encadrer de façon à ce que tout le monde ait l'information qu'il faut, qu'on ne puisse pas être surpris par des conditions qui n'avantagent que les spéculateurs. Mais c'est des choses de bon sens qu'on connaît depuis longtemps. Hein. L'alternative au marché, c'est quand même l'État, en tout cas la régulation, mais l'État qui a fait un retour en force avec la crise. On vous sent un peu nostalgique des grandes politiques industrielles de l'époque gaulliste, hein, celles qui nous permettent de vendre encore aujourd'hui des avions, des TGV, des Non, centrales. je ne suis pas nostalgique. Non. Je veux simplement dire que tout n'a pas été négatif. Et écoutez, je fais un peu comme Félix Rohatyn. Félix Rohatyn, qui est quand même pas un étatiste à tout craint, et qui a regardé un peu ce qui s'est passé aux États-Unis en disant attention, de temps en temps, l'État a un rôle important, positif dans l'économie, mais pas tout le temps. Et puis, je crois fondamentalement au marché comme un lieu d'efficacité décentralisée. Mais le marché, il ne fonctionne pas dans n'importe quelle circonstance, et le marché est de toute façon imparfait. Ouais. Donc il faut savoir qu'il est imparfait, il faut tenir compte de ses imperfections. Et donc le réguler autant que faire se peut. L'entreprise, vous le dites aussi, en tout cas, reste le meilleur moteur de la croissance économique. Et alors vous tracez quelques axes pour une nouvelle croissance, une croissance durable, bien entendu. Ça va être depuis de longue date une priorité pour vous chez Lafarge. Vous dites l'alimentation, l'énergie, les transports, l'Internet, bien sûr. Est-ce que c'est là que l'Europe, qui est un peu fatiguée aujourd'hui, pourrait trouver les ressorts de sa croissance Oui, à venir? souvent on dit, mais la croissance durable, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas y arriver, on ne va pas arriver à nourrir la population, on ne va pas arriver à maîtriser les conséquences environnementales, on ne va pas arriver à maîtriser le développement de la technologie. Nous disons, avec Michel Drancourt, pas du tout, on va y arriver, on a les moyens pour y arriver. Simplement, il faut en avoir la volonté et il faut ensuite en avoir l'organisation sociale. L'organisation sociale dans chacune de nos sociétés, mais aussi au niveau de la gouvernance mondiale. Et c'est pour ça que ce qui se passe avec les progrès difficiles, chaotiques du G20 est extrêmement important. Il y a une réunion du G20 à Séoul, on sent qu'il va être beaucoup question, notamment de la bataille de la guerre des monnaies, qui est un signe assez net du repli sur soi de chacune des grandes puissances. Oui et non. Le seul fait qu'on parle, qu'on Ouais. accepte de parler du système monétaire, c'est un progrès, parce que jusqu'à présent, c'est une question qui était taboue. Personne ne voulait en parler. Donc si on commence à en parler, on ne va pas trouver la solution tout de suite. Je ne pense pas que dans l'année du G20 qui sera présidé par la France, malgré les talents de notre président, on arrivera à trouver la solution pour le système monétaire. Mais le fait qu'on commence à en parler, qu'il se crée un consensus ou même des divergences, mais différentes de l'espèce de consensus pour ne pas en parler en considérant que ce n'était pas un problème, je crois que c'est important. Il faut parler du rôle de l'entreprise là-dedans. Vous livrez à la fin de votre livre un pronostic
C'est même le titre de votre dernier chapitre, La revanche de l'entreprise humaniste. Alors ça, c'est très intéressant parce que je me suis dit, si à revanche, ça veut dire qu'il y a au moins une première manche qui a été perdue. Pas vraiment perdu, mais l'entreprise humaniste a un peu souffert au cours des dernières années parce que son idéal était un peu passé de mode. Parce que l'entreprise humaniste, c'est une entreprise qui d'abord n'est pas simplement un tableau de chiffres, qui n'est pas simplement un retour sur investissement, qui est aussi un retour sur investissement, bien sûr, mais qui est une communauté d'hommes, qui est une communauté d'hommes unis pour rendre des services à des clients, avec des collaborateurs qui sont motivés et dans le cadre de collectivités environnantes à qui elles rendent aussi des services. Et tout ça, c'était un peu passé de mode. On continue à le faire, mais on n'osait pas trop en parler. Ou on osait le dire que de façon indirecte, en disant, voyez ça, on fait tout ça parce que finalement, ça correspond aussi à l'intérêt des actionnaires à long terme. On n'en parle pas et on a même la sensation, en particulier en France, qu'entreprise et humanisme sont parfois des termes opposés, voire un oxymore. Il y a les adeptes de l'horreur économique, mais enfin, regardons les entreprises françaises, l'une après l'autre. Xavier Fontanet a fait un bouquin, lui avec aussi Essilor, récemment, je suis pas le seul. Il est venu d'ailleurs. On est plusieurs à défendre une conception d'entreprise qui n'est pas nouvelle d'ailleurs. Parce que Lafarge, ça a toujours été ça. L'Air Liquide, ça a toujours été ça. Essilor, ça a toujours été ça. Donc il y a un certain nombre d'entreprises internationales, et pas des moindres, des entreprises qui sont des leaders et qui peuvent travailler dans le long terme avec cette perspective humaniste. Et c'est soluble dans les lois du marché, dans la concurrence internationale, dans la globalisation. La preuve, oui. La preuve, si ces entreprises-là n'étaient pas des leaders mondiaux qui réussissent, on pourrait se poser la question. Alors, on a rarement le sentiment, vu de chez nous, que le monde va vers un avenir radieux. Les actualités que nous voyons tous les jours ne sont pas forcément très réjouissantes à cet égard. Mais vous, si. Pourquoi ? Si vous voulez, moi je crois profondément au progrès de l'humanité, au progrès de la planète, malgré tous les à-coups, toutes les misères, toutes les guerres. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas vers un avenir radieux, mais on va vers un avenir meilleur, en moyenne, avec bien entendu de temps en temps des accidents, de temps en temps des horreurs. Il y a ceux que les horreurs de la guerre et du nazisme, par exemple, ont convaincu définitivement que l'humanité ne peut aller que vers la catastrophe. Moi je dis non. L'humanité va vers un progrès, mais ce progrès, il ne sera jamais acquis définitivement de façon stable, heureuse, mais en moyenne. Regardez le monde actuel. Quand j'étais jeune, moi, il y a 30 ans, 40 ans, eh bien, on se plaignait de ce que les pays qu'on appelait à l'époque sous-développés n'arrivaient pas à croître. Les pays industriels croissaient, ça allait, mais les autres pays, ça n'allait pas. Bon, maintenant, toute l'humanité, toute la Terre est en croissance et on s'inquiète l'inverse de ce que les pays qui sont maintenant émergents, et ils vont avoir tellement de croissance qu'ils vont nous passer devant. C'est tant mieux. Très bien. Battons-nous à ce moment-là pour garder notre rôle dans l'économie mondiale. Et pour préserver la planète aussi. Et pour préserver la planète. Merci beaucoup Bertrand Collomb. Plaidoyer pour l'entreprise avec Michel Drancourt, c'est donc paru chez François Bourin, éditeur. Merci. Merci.